Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé. Poser un diagnostic médical correct relève de la sécurité des patients, car les erreurs de diagnostic peuvent entraîner de graves préjudices, voire la mort. Alors, quelles sont les bonnes pratiques en matière de diagnostic médical? Nous en parlons cette semaine dans Hebdo Santé avec vous, docteur Isaac Begré. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes médecin et c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Aucun plaisir à partager. Également avec moi sur ce plateau, Madame Aipo Alida Christiane Ori. Bonjour, Madame. Bonjour, Estache. Alors, vous êtes maîtresse de cérémonie, bilingue, on va préciser, hein? Oui, voilà. Interprète et traductrice, oui. formatrice en technique d'animation d'événements. C'est ça. Ça, c'est votre monde, hein? C'est mon univers, c'est ça. Alors, il faut ajouter que vous êtes mère d'un enfant autiste en rémission. C'est ça. Et autisme activiste. C'est ça. Je suis autiste activiste, c'est-à-dire que je mets de la lumière sur l'autisme, sur les réseaux sociaux, au travers de différentes plateformes, plateaux télé. Je suis celle-là qui fait pas mal de bruit pour qu'on se réveille, pour qu'on sache que, bah oui, autour de nous, il y a des gens qui ont des besoins particuliers et il faut que les services de santé publique se penchent sur ces cas-là. D'accord. Voilà. Et vous êtes une mère, je vais dire, à saluer parce qu'aujourd'hui, votre enfant, il est en rémission. Oui, je dis rémission parce que quand je regarde les progrès qu'il a effectués depuis que le diagnostic a été posé formellement quand il avait 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, il a récemment fêté ses 11 ans le 14 juin dernier. Wow. C'est tout un parcours. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui est fonctionnel, qui exprime ses besoins, qui est autonome, qui va à l'école, qui sait se vêtir, qui sait écrire, qui sait se nourrir tout seul. Pour moi, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est une satisfaction totale. Oui, oui. En tout cas, merci Alida d'être sur ce plateau. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler donc de ce sujet assez important, diagnostic médical. Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter les erreurs? Alors, il s'agit pour nous de voir si le diagnostic médical est toujours bien posé. Sinon, quelles sont les meilleures approches que doivent avoir les professionnels de la santé pour effectivement trouver la maladie dont souffre le patient? Déjà, pour une bonne compréhension de tous, il serait déjà bon de définir ce que c'est que le diagnostic médical, docteur Begré. Ok, merci, monsieur Stache. Le diagnostic médical, par définition, c'est l'identification d'une maladie ou d'une condition de santé à partir des symptômes ou encore les signes cliniques ou les tests de diagnostic. Il s'agit de définir, répondre à la question de quoi souffre le patient ou encore quelle est la cause de son mal. C'est ça le diagnostic. D'accord. Alors, quelle est votre appréciation? Je vais poser la question à Alida. Si on vous demandait votre avis sur la manière dont les diagnostics sont posés par nos professionnels de la santé. Alors, c'est une très belle question parce qu'en tant que parent, on n'a pas la même approche que les médecins. Quand vous êtes parent déjà et que vous êtes à la recherche d'un diagnostic, il y a déjà l'instinct du parent qui se met en avant. Moi, dans mon cas, si vous voulez, quand j'étais à la recherche du diagnostic, pour savoir pourquoi est-ce que mon fils a 1 an, il ne parle pas, il est hyperactif, on m'a servi toutes sortes de théories. Je me serais arrêtée sur ces diagnostics-là que je n'aurais pas eu la solution pour mon petit garçon. Donc, aujourd'hui, après moi, je suis dans un cas de fonctionnement neurodivergent. C'est différent des autres pathologies qui peuvent être le palu et tout ce qui s'ensuit. Mais je vous assure que moi, le procédé qu'il a dit est correct, c'est ce qui devrait se faire. Mais est-ce que c'est ce qui est fait? Bon, on peut pas généraliser. Moi, dans mon cas, il y a eu des cas où justement j'ai eu de bons diagnostics. Il y a certains cas, oui, si vous vous adressez au bon établissement, que vous voyez le bon spécialiste, oui, vous avez la solution. Je me suis retrouvée dans des cas où j'arrive à l'hôpital aussi. À vue d'œil, on me dit, bon, ok, on vous fait une prescription, prenez ça, c'est le palu, il doit avoir une infection, prenez tel antibiotique. Et puis je dis, mais pourquoi vous ne faites pas une prise de sang? Non, madame, ce n'est pas nécessaire, est-ce qu'il va supporter même l'injection et tout?
par respect, chacun connaît son travail, comme on dit. Par respect, je vais prendre votre ordonnance. Mais c'est clair que quand je sors de là, je vais dans un autre hôpital pour chercher un compte diagnostic. Oui, parce que vous trouvez que ce n'est pas la meilleure manière. Alors, et ça, c'est l'instinct justement qui me guide quand c'est comme ça. Donc, je peux dire que c'est mitigé. C'est mitigé. Alors, docteur Begré, il y a parfois des diagnostics qui sont difficiles, comme vient de le dire Lida. Alors, est-ce que ça dépend de celui qui pose le diagnostic, de l'établissement, des moyens? Alors, expliquez-nous. Pourquoi il y a certains diagnostics qui sont difficiles? Les diagnostics doivent être posés par un professionnel qualifié. J'insiste sur le mot qualifié. Mais ce n'est pas écrit également sur le front. Oui, c'est pas écrit sur le front. Qualifié. Mais en tant que professionnel, chacun connaît son soft kiss, connaît ses compétences. Vous savez que pour telle pathologie, je suis limité, alors je fais recours à un autre collaborateur qui s'y connaît mieux que moi. Donc vous voulez dire on parle de la collaboration interdisciplinaire. Voilà, donc le diagnostic est pour un personnel de qualité. Et cela évite les erreurs diagnostiques. Parce que quand on parle d'un bon diagnostic, moi j'ai développé au moins 7 critères qu'il faut respecter. Il y a l'écoute attentive du patient. Le patient va vous orienter sur son mal. Mon enfant présente tel signe. Mon enfant chauffe la nuit. Et vous allez faire un peu de jugeote, analyser ces informations. Et s'il a lieu, faire des examens cliniques, voire même des examens physiques, examiner le patient, comprendre le patient. Et s'il y a lieu de faire des examens complémentaires, ou demander des examens complémentaires, mais n'oubliez pas aussi le facteur, l'approche holistique. Prendre en compte un peu les signes physiques, mais aussi les signes psychologiques, les signes socio-économiques du patient. Tous ces éléments vont contribuer à poser un bon diagnostic. Alors, comme Anida l'a dit tout à l'heure, lorsque le praticien se fie seulement aux symptômes apparents et prescrit, ou alors, je vais dire, donne un verdict et prescrit une ordonnance, est-ce que c'est un bon diagnostic qui vient d'être posé là? On ne dira pas que c'est un mauvais diagnostic. Parce que comme on le dit par définition, c'est de savoir, se connaître la cause des symptômes. Donc si quelqu'un nous dit par exemple que bon, j'ai juste tombé d'un tronc d'arbre, ou bien bon, j'ai fait juste une chute, et il y a quelques gènes au niveau du pied, quand vous regardez, vous pouvez aller faire moins des examens de sang, bien des examens radio. Oui, bien sûr. À travers l'interrogatoire, vous pouvez déjà poser votre diagnostic. Donc c'est une méthodologie. Si avec l'information que le patient vous donne, vous n'allez pas poser le diagnostic, vous avez des doutes sur le diagnostic, en ce moment, vous pouvez faire des examens physiques, examiner le pied ou encore examiner l'enfant de plus près. Et s'il y a lieu maintenant de faire des examens complémentaires, vous pouvez des examens complémentaires. Donc il peut arriver où déjà après l'interrogatoire, on pose le diagnostic. Parce que même quand on fait les psychothérapies, c'est pas les mêmes qu'on fait. Pour les patients qui ont des troubles psychiatriques, la psychothérapie, tu causes avec la personne et en fait ses réponses, tu trouves ton diagnostic, tu sais que tu as telle maladie qui traîne. Ça c'est des troubles démentiels, ça c'est des troubles cognitifs. Et ça on se comprend. Donc le diagnostic n'est pas forcément lié à l'examen paraclinique, que ce soit des examens d'imagerie ou des examens biologiques. Mais c'est de savoir répondre à la question de quoi souffre le patient. Quand vous trouvez cette réponse, c'est ça votre diagnostic. Et ce n'est pas quelque chose d'ignorable. Un autre plus spécial que vous pouvez venir dire que oui, moi j'ai des amis plus près, peut-être que votre diagnostic n'est pas exact. Ça arrive. Le plus important, il faut que le diagnostic soit raisonnable. Quand vous dites raisonnable, c'est quoi? L'enfant vient, il fait une fièvre. Il vomit, les soirs l'enfant a froid. C'est un ensemble de signes qui rentrent dans plusieurs pathologies. C'est ça. Donc moi, en tant qu'un novice, par exemple, en tant que un homme peut-être qualifié, je vais penser à un paludisme. On parle des hypothèses diagnostiques. C'est-à-dire que lui qui est peu qualifié veut dire non que, mais en plus de ça, tel signe, demandez ceci, faites cela. Et on trouve que peut-être que ce paludisme de l'enfant est lié à autre pathologie sous-jacente. Par exemple, l'autisme. L'enfant fait son paludisme et a son tableau d'autisme qui peut être décelé par un plus sachant, un spécialiste en la matière. C'est pour peut-être aussi raisonnable. Parce que en science, tout n'est pas exact. Tout n'est pas exact. Tout à fait. Parce que même si je fais l'examen paraclinique, eux qui disent que vous avez fait typhoïde, parce qu'on a fait peut-être 2 heures de TSA, vous avez la fièvre typhoïde, mais il faut aller faire la coproculture. Est-ce que l'examen est fiable à 100%? Vous voyez? Donc le diagnostic doit être raisonnable. Là, au moins, on peut tolérer. Mais si le diagnostic n'est pas raisonnable, alors c'est autre chose. Si l'enfant qui fait une fièvre, et vous ne savez même pas calmer la fièvre, penser à autre chose, alors c'est condamnable.
Si vous n'avez pas de questions, Aïda, moi je vais demander à... Vous avez une question? Bon, vous savez, j'ai une question et j'ai en même temps un commentaire. Parce que quand vous avez parlé, vous avez dit quelque chose de très important. La collaboration interdisciplinaire. Et je pense qu'ici, c'est quelque chose qui nous fait défaut. Oui. J'en profite, hein, je porte légèrement ma casquette d'autisme activiste. Parce que, comment je viens vous voir à votre clinique, vous examinez mon fils, vous allez me dire, mon fils il est venu avec un terrain allergique assez vaste, respiratoire comme cutané. Quand vous, le premier médecin, vous décelez ça, vous avez décelé, vous m'avez donné des conseils pour une routine, habituellement je pars de là. Oui. Demain, je me retrouve dans une ville à Korogo ou à Yamoussoukro, je suis en vacances avec mon fils. Il nous fait une petite fièvre, il vomit, il chauffe. Je dis, bon, on va aller à l'hôpital quand même pour voir. Oui. Arrivé là-bas, ils n'ont pas ces données-là. Oui. D'accord? On suppose que moi aussi, dans l'euphorie, je ne suis pas partie en vacances avec le carnet de santé de l'enfant. Ça peut arriver. Quand j'explique ce dont l'enfant souffre, moi, je ne suis pas médecin. Je sais que vous m'avez dit qu'il a un terrain allergique respiratoire et cutané assez vaste. Oui. En termes de médicaments, à ne pas lui donner, je n'ai pas forcément la liste exhaustive. Le médecin que je vais voir, là, il a l'antécédent de l'enfant, mais ce n'est pas quelque chose de précis, parce qu'il est en train de parler à quelqu'un qui n'est pas médecin. Il parle à une maman qui est apeurée. Donc ici, j'aimerais dire, ce serait bien qu'on ait un système justement de santé interconnecté qui permet de retracer l'antécédent de tout ça. Quand vous me parlez justement de ma question maintenant de diagnostic raisonnable, j'avoue que je ne perçois pas bien, parce que raisonnable et précis, je pense que c'est différent. Tout à fait. Donc, on me dit, même si ce n'est pas précis, que c'est raisonnable, on peut s'en tenir à ça. Moi, je suis parent, je suis inquiète. Donc, je n'ai pas très bien perçu la notion de diagnostic raisonnable. Si vous pouvez vraiment revenir là-dessus. Nous pensons que le diagnostic soit précis. Donc, vous avez posé la question pour savoir les erreurs du diagnostic. C'est ça. Normalement, il faut éviter les erreurs du diagnostic. Ça peut les erreurs posées par un professionnel de qualifié en la matière. Maintenant, je parle de raisonnable parce que c'est différent de l'erreur diagnostique. À vous écouter, après l'interrogatoire, en plus des examens, en plus des informations que j'ai à ma disposition, moi je pense à telle pathologie. Sur la base des informations que moi j'ai. C'est ça. Ça peut ne pas être le diagnostic exact, mais c'est raisonnable parce que ça fait des éléments d'argument que je possède. D'accord. Et un plus qualifié que moi viendra vous dire donc que, en plus de ça, il faut faire ceci et on conclut un diagnostic de certitude. Si bien qu'en médecine, il y a ce qu'on appelle les hypothèses diagnostiques. C'est ça. Pour chaque cas, il y a des hypothèses diagnostiques. Ton mal me fait penser à tel tiroir de maladie. Alors on va les éliminer du moins probable au plus probable et faites un examen pour éliminer telle chose. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui vient... Ça, c'est la bonne démarche. Oui, c'est la bonne démarche. Quelqu'un qui vient, qui tousse depuis plus d'un mois, il tousse depuis plus d'un mois, il vient vers vous et vous dites que vous faites une pneumopathie, une maladie respiratoire, parce que vous toussez, donc il pense à une pneumopathie. Il s'arrête là. Mais un autre peut lui dire donc mais en plus de cette toux, quels sont les signes associés? Dire que depuis que je tousse plus de 3 mois, je vais qu'amaigrir. Mais est-ce que vous étiez fumeur? Oui, j'étais fumeur avant. Ça ne fait plus penser maintenant à la tuberculose. Vous voyez où on évolue. Ça veut dire que le diagnostic doit être raisonnable. Raisonnable vient de façon temporaire, veut dire. Mais quand il va venir parce qu'il tousse, et sans même penser à ce genre de choses, vous conduisez un palu. Là, c'est maintenant, ça sort carrément même de la démarche. Et pas que jusque-là, je me suis fait compris maintenant. Non, je vous comprends et je pense qu'on est aligné avec la majeure partie des Ivoiriens qui disent qu'il faut savoir choisir son médecin et choisir l'établissement qui doit faire soi. Justement, parce que quand je vous écoute, vous parlez de... vous avez mentionné plus expérimenté, un novice et tout. Donc, moi, une petite anecdote, je me souviens, un dimanche, on était en famille et j'ai une de mes soeurs qui ne se portait pas bien. Elle a dit, je vais attendre lundi pour aller à l'hôpital. Dimanche, c'est les étudiants là, j'attends lundi. Donc pour vous dire que ce que vous dites, on est parfaitement aligné. Et pour revenir rapidement à cette question de diagnostic parfois mal posé, quand j'étais en quête de solutions pour l'état de santé de mon fils, par excellence, quand tu es jeune maman, que tu accouches, quand tu as un enfant, on te dit quand l'enfant ne se porte pas bien, va voir le pédiatre. Ce que j'ai fait.
Parce que je regarde, je tape sur Internet, enfant de 1 an qui ne parle pas, qui est hyperactif, qui n'aime pas jouer avec les autres, mais ça peut être un cas d'autisme. Je lis, je ne sais pas ce que c'est que l'autisme. Je me rends dans un premier cabinet de pédiatrie. Effectivement, ils observent l'enfant. On me dit, supprimez-lui les écrans, et puis, c'est votre seul enfant, vous êtes combien à la maison? Ah non, d'accord, c'est parce qu'il est seul, il ne joue pas d'autres enfants, mettez-les à l'école. Je dis, ok, il n'a rien, mettez-le à l'école. Quand il sera avec les autres, ça va aller. Je m'exécute. Mais je vois que ça ne va pas. Je vais dans un autre cabinet. On me dit, oh, est-ce qu'il va à l'école? Il est dans quelle école? Est-ce qu'il a des camarades? Mettez-le avec les enfants, ça va aller. Bon, arrivé à un moment donné, j'ai su que ça n'allait pas. Donc j'ai essayé de procéder d'une autre manière. Comme on dit, Google is my best friend. Donc j'ai tapé quel spécialiste faut-il voir quand un enfant ne parle pas. C'est là que je découvre pour la première fois orthophonie. Oui. Je tape cabinet d'orthophonie à Abidjan. Mais je veux dire, regardez comment est-ce que je me débat en fait toute seule. Mais j'ai des amis, des collaborateurs qui sont dans d'autres pays où le diagnostic. Alors jusque-là, vous n'avez pas encore donné d'examen, non, là on est déjà en train de brûler une année là comme ça. Je suis en train de tourner en rond. On me dit, mais l'enfant à l'école. Il va à l'école. Les établissements auxquels j'ai eu affaire, bon, c'est là pas du gain. Vous payez, l'enfant est là, il n'apprend rien, on s'en fout. On vient le chercher à midi, on vient le chercher le soir. Mais en tant que mère, comme je disais tout à l'heure, les médecins et nous, on n'a pas forcément la même position parce que quand tu es parent, il y a l'instinct qui joue pour beaucoup. Alors j'ai envie de demander à Dr Degré, est-ce que selon la maladie, le diagnostic peut prendre autant de temps, comme le dit Alida? Si c'est pas possible, oui, allez-y. Il y a des pathologies où on ne peut pas décider le plus tôt possible. Mais comme pour le cas de la drépanocytose, ce n'est pas la naissance de l'enfant drépanocytaire. Ou même ça peut être 6 ans. Vous allez conclure, l'enfant doit être drépanocyté pour confirmer le diagnostic. À partir de 6 ans qu'on peut confirmer. Oui, un enfant qui est né, il y a des enfants qui ont des retards de croissance. Peut-être l'enfant fait autisme. Les enfants qui ne marchent pas vite, pas parce que l'enfant est infime. Les enfants qui ne parlent pas vite, pas parce que l'enfant est handicapé. Donc, peut-être que celui qui doit trouver en place ce jour, a dit, bon, peut-être que l'enfant ne joue pas, parce que l'enfant doit se socialiser. Si l'enfant ne joue pas avec les autres enfants, papa, ça va avoir les automatismes. Vous comprenez? Donc, bon, essayez ça pour voir, vous essayez, et ça ne marche pas. On dit, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, il a fait tant, il n'a pas marché. Ça pourrait être autre chose. C'est tous des raisonnements logiques. J'appelle diagnostic raisonnable. Vous êtes raisonnement logique. Mais si on dit l'enfant ne parle pas, l'enfant ne parle pas, donc ça s'appelle non, c'est rien, les maison. Vous voyez que on donne les consignes, vous les respectez, et après on tire des conclusions pour recadrer les choses jusqu'à ce qu'on pose le diagnostic. Et dès que le diagnostic est posé, ça va avoir de bon train. D'accord. Comprenez? Donc la départ, c'est que dès que vous venez avec l'enfant, automatiquement on dit l'enfant a telle chose. Ça peut arriver si vous tombez peut-être sur une personne qualifiée, voilà, expérience. Oui, là vous parlez de personnes qualifiées. Alors moi je vais vous demander, est-ce que dans votre formation, lorsque vous êtes déclaré médecin, est-ce qu'il y a, je vais dire, une démarche, des pratiques à suivre en tant que médecin? On ne dira pas, allez-y, essayez cela. Est-ce qu'on passe là d'un point A à un point B pour aboutir à un point G, je dis n'importe quoi, pour effectivement être sûr qu'on a posé le bon diagnostic? Il y a la méthodologie diagnostique qui commence par l'interrogatoire. Et après l'interrogatoire? L'interrogatoire. Mais avant d'arriver à l'interrogatoire, parce que c'est conditionné par l'accueil. Quand le patient est bien accueilli, parce qu'il vient de façon anxieuse, il a un problème, il vient l'accueil. Mais la méthode commence l'interrogatoire. Vous posez un certain nombre de questions au patient en fonction des signes qu'il présente. Et après l'interrogatoire, il y a ce qu'on a appelé l'examen clinique, qui est composé des examens physiques, examiner le patient avec la main, et demander les bilans qu'il faut. Après, on passe directement au diagnostic. Mais avant, il y a eu la discussion des hypothèses, parce que la plupart des bilans et autres, je pense à telle chose, telle chose, donc je demande tel examen. Après, on fait la synthèse de ces informations. Vous comprenez? Il y a cette méthode qu'il faut respecter. On conclut au diagnostic. Après le diagnostic, vous pouvez parler du pronostic. Est-ce que ça peut être traité? Si, combien de temps ça peut être traité? Quel est le pronostic? Là déjà, on sait déjà, on connaît la maladie. Oui, on connaît la maladie. Dès qu'on a le diagnostic, on va déterminer le traitement, estimer le pronostic
Alors, ces différentes étapes que vous avez citées, ça peut prendre combien de temps? Parce qu'Alida a parlé d'un an, en train d'errer. Non, c'est pas une question de temps. C'est pas une question de temps. Parce que en fonction de la pathologie, en moins de 30 minutes, on peut déjà faire tout ça. Parce que l'interrogatoire, déjà, même les sciences nous dit qu'en 15 minutes, on a l'interrogatoire. Si les bilans sont apportés demain, qu'on a les résultats rapidement, en moins de 30 minutes, on a les résultats. On peut dire un diagnostic. Oui, en fait, mais il peut arriver des pathologies chroniques où tu regardes le bilan, où on peut aller faire peut-être le scanner, c'est pas dans la localité, il fallait peut-être à tel kilomètre, il fallait faire le scanner. Mais jusqu'à ce qu'on trouve le diagnostic, il peut faire moins 1 jour, 2 jours. Il y a les pathologies, il y a les diagnostics qui prennent 3 mois. Oui, bien sûr. En fait, vous répondez même à nos ce que je veux dire, ce n'est pas forcément le personnel qui sont forcément en faute. Mais il y a le système aussi. Quand on parlait d'aller à Korogo, on n'a pas les données. Mais encore des fois ici, à part les cliniques, le système médical n'est pas informatisé. Les dossiers médicaux sont en quoi? En papier. Et vous ne voyez pas avec le papier. C'est le carnet qu'on vous donne. Sans que vous oubliez le carnet, vous oubliez le carnet. Mais en France, où il y a la chance de faire quelques mois dans le domaine de la santé, ils ont des systèmes informatisés. Bien sûr. Il y a les codes. Donc quand je suis à Korogo, à Bouna, je mets mon code, tout mon dossier sort dans lui qui en fait des ou même quand on soit dans un autre pays. Il peut arriver où le médecin a besoin de résultats de l'examen. Vous n'avez pas ça. Vous avez déjà réalisé l'examen, vous n'avez pas le résultat sur vous. Il fait comment? Il veut prescrire encore le même examen. Vous voyez? Et ce n'est pas forcément la faute du médecin, mais c'est le système. C'est le système. C'est le système. Donc, comme vous le dites, vous êtes patient. Non, mais après, c'est le système, vous intervenez, vous évoluez au sein d'un système, on estime que vous pouvez impulser les choses, mais je ne vais pas vous imputer ça. Je n'exclame pas le système. Je veux dire que les responsabilités sont partagées. Bien sûr. Mais en fait, de votre exemple, je dis que c'est le système. Tout à fait. Et pour vous dire, pour terminer avec cette histoire de diagnostic, moi, je vous entends, hein, je vous ai compris, il y a une méthodologie. Et tout. Mais vous savez, la pédopsychiatrie, ça existe. Ça existe. C'est une discipline que moi j'ai découvert dans la recherche de solutions. Ça existe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir... Ça va être en même temps des recommandations pour terminer. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu, justement, ou à ce niveau-là, moi je ne suis pas médecin, avoir un protocole pour dire que quand on reçoit un enfant qui présente des signes extérieurs, similaires qu'un enfant dyslexique ou autiste peut présenter, après peut-être l'interprétation, le diagnostic du pédiatre, on peut orienter la maman vers un cabinet de pédopsychiatrie. Moi, il m'a fallu 2 ans pour que je découvre cette discipline. Il m'a fallu que je crée une page Facebook où je commence à partager mon expérience pour qu'une pédopsychiatre vienne en commentaire pour dire bonjour maman, l'autisme c'est comme ça, comme ça. On a commencé à parler inbox. Et c'est là qu'on a posé le diagnostic autistique de façon formelle. Et c'est là que j'ai découvert ces plusieurs étapes. Il y a des observations, on met l'enfant en mise en situation. C'est-à-dire que quand votre enfant vient, comme vous l'avez dit, il y a l'entretien. Mais c'est parce qu'on est sûr qu'on doit lui faire passer une batterie de textes pour écarter la question de l'autisme ou bien de confirmer. Moi, j'ai parlé des hypothèses diagnostiques. C'est ça. Mais avant de rencontrer la discipline appelée pédopsychiatrie, qui est certainement connue par un pédiatre, qui est connue par un généraliste, j'ai perdu 2 ans de la vie du petit garçon. Voilà. Alors qu'il aurait suffi de dire, certes, mettez l'enfant dans des conditions où il socialise, supprimez les écrans, mais toutefois, je vous recommande une consultation chez un pédopsychiatre. En fait, je pense que nous, les parents, c'est de ce genre de réactivité-là, on parle quand on parle de on perd du temps. Mais c'est la démarche. Alors, docteur Bébé, je pense qu'en fait, l'observation d'Alida doit être prise en compte. C'est bien pris en compte parce que ça se fait déjà. Possiblement, ça se fait déjà. Quand vous avez le patient, vous voyez son diagnostic, vous dites, ok, je suis pas le mieux habilité à prendre en charge, alors je vous réfère. On demande des consultations dans l'autre service. La pédopsychiatrie dont vous parlez, moi j'ai mon ami et frère qui est enseignant en pédopsychiatrie. On n'a malheureusement plus assez de temps. Oui, non, je veux dire que cette discipline, elle est connue. Malheureusement, il n'y a pas assez de pédopsychiatres en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr qu'ils atteignent 10. Non, je vous le disais donc en entrée. Non, moi, en fait, je vous dis que... Je le disais, certainement, en fonction de la maladie, le diagnostic va certainement prendre du temps. Du temps. Si on est d'accord là-dessus, du temps. Il faudrait donc que, entre vous, que vous puissiez donc mettre en harmonie la façon donc de faire, la démarche à suivre, pour que les patients puissent moins errer, pour être situés sur le mal. On est d'accord? Et ce qui se fait déjà. D'accord. En tout cas, merci pour ces échanges-là. Je pense qu'on va attendre encore que vous puissiez améliorer les choses à votre niveau.
vous les médecins? Non, pas forcément vous les médecins, mais les parents également. Les parents également. Parce qu'il peut arriver où le médecin te dit qu'il faut les amener, le parent il n'a pas l'argent, il préfère m'aller à la maison. Et demain, il revient avec un diagnostic tardive. Est-ce qu'il n'a pas Donc, d'argent? en fait, la responsabilité est partagée entre le système, nous qui sommes les professionnels, et les parents. Donc, c'est une collaboration qui va faire que l'enfant va non seulement connaître le diagnostic le plus tôt possible, et on soigne l'enfant du cancer. Vous êtes une mère réceptive. Moi, je vous ai entendu parler, je salue votre courage. Vous voyez que vous êtes dévoué à le faire. Les gars, c'est un peu, mon enfant est autiste, on dit que dans certaines communautés, l'autisme est considéré comme une malédiction. Vous le savez autant que moi. Bien sûr. Ou l'enfant est un enfant serpent. Donc, du coup, dès que c'est découvert, on jette l'enfant. Donc, un parent qui a telle mentalité ne peut pas faire tout ce que vous faites. Merci, Dr Begré. C'est sur cette note donc, vous voyez que va prendre fin cette émission. J'espère que vous avez... Je pense qu'il va nous falloir une deuxième émission. Une deuxième émission, sûrement. Le sujet est assez passionnant. Oui. Il faudrait qu'on puisse situer les responsabilités et voir comment améliorer donc les choses. Merci à vous, Dr Isaac Begré. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin et à vous, Aïpo Alida et Christian Horry. Je rappelle que vous êtes donc maître de cérémonie, bilingue, interprète et traductrice formatrice en technique d'animation d'événements. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci. Merci à Fares Akora, à Nora Dosso et Jean-Marc Grancet qui ont réalisé donc cette émission. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.